Eh bien voilà, Eric Gibaud, une petite collaboration avec Digitphoto pour te parler de ce grand jour aujourd'hui, 20 février 2024. D'ailleurs, je suis un peu nerveux, j'ai refait les introductions plusieurs fois parce que pour moi c'est important et pour Digit aussi et pour surtout beaucoup de Fugistes ou des gens qui aimeraient passer chez Fuji puisque aujourd'hui le remplaçant du X100V, en fait V c'est un 5, c'est un Mark 5, eh bien est sorti, c'est le X100 Mark 6 ou X106 ou X100V ou VI, tu dis comme tu veux, voilà. Donc, collaboration, pourquoi? Parce que c'est un petit peu comme la tête et les jambes. Quand j'étais gamin, il y avait ce jeu à la télé. Eh bien, moi, je suis là pour parler et Digitphoto est à Tokyo. J'ai pu avoir la documentation pour le présenter pour Digit. Donc, t'en parler pour voir un petit peu l'appareil en soi et tout ça. Mais j'ai déjà donné les caractéristiques puisqu'il y a des grosses apportations, des grosses nouveautés qui font que cet appareil, il y a vraiment un grand saut depuis le X100 Mark 5 ou X100V jusqu'à celui-ci. Donc, on va voir ça en détail. Alors, si je peux te résumer en une seconde, ça serait dire, ils ont mis un XT5 dans un X100V. Mais on va rentrer plus en détail quand même. Alors le premier saut, c'est le capteur qui passe de 26 millions de pixels à 40,2 millions de pixels avec un X-Trans 5, donc format APS-C. Et je pense que ces 40 millions au lieu de 26, c'est un bond très intéressant pour ceux qui voulaient faire un petit peu de recadrage. C'est quand même très bienvenu. Mais à mon avis, il y a encore un saut qui est encore plus important, vraiment plus important. C'est qu'ils ont mis un stabilisateur dans le boîtier. On parle de 6 stops. Alors, c'est pas 7, c'est pas 8, c'est pas 10, c'est pas 15, mais 6. Si on pense que c'est un objectif obturateur central qui déjà permettait de descendre pas mal la vitesse, c'est un truc fantastique. Alors certains vont dire, ouais, mais j'ai peut-être pas besoin de stabilisation en photo de toute façon. Oui, mais il ne faut pas oublier que beaucoup de gens utilisaient ces appareils photo aussi pour faire de la vidéo et justement réclamaient un stabilisateur parce que en vidéo, c'était un problème. Tu peux pas tout le temps faire du trépied, un truc comme ça, tu veux faire en marchant et tout ça. Donc un stabilisateur, c'est vraiment bienvenu. Donc c'est une grande nouvelle. Et côté vidéo, ils ont aussi fait une grosse amélioration puisqu'ils ont passé le 4K à 30 images secondes jusqu'à 60 images secondes. Donc c'est un grand bond et de 8 bits à 10 bits. Donc ceux qui font de la colorimétrie en post-production, ils vont être ravis. Et en Full HD jusqu'à 240 images secondes. Donc on peut dire qu'ils ont fait un double saut. Parce que souvent, il y a des appareils qu'il faut attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans pour une nouveauté et ils améliorent qu'un côté. Peut-être que le côté vidéo, que côté photo. Et dernièrement, c'est souvent que côté vidéo. Tandis que là, ils ont vraiment apporté pour les deux, pour tout le monde. Côté vidéo, côté photo. Donc ça, c'est très bien. Quand j'ai dit qu'ils ont mis un petit XT5 dedans, ça va loin. Puisqu'ils ont profité de l'autofocus avec le AI, détection de sujets multiples et tout ça. Donc je crois que ça va être aussi un grand apport pour ceux qui font de la photo avec ce genre d'appareil. Et souvent quand on a un X100 de la série X100, peu importe lequel, on fait un peu de tout en fait. Avant, on va pas faire un avion qui a 800 mètres, parce qu'avec le 23 mm, on va pas l'avoir. Mais de la rue, de la famille, peut-être du reportage et tout ça. Donc je trouve que c'est peut-être les animaux à la maison. Voilà, donc c'est vraiment super qu'ils aient mis cette AI plus avancée. Alors, si on parle de Fuji, beaucoup de gens pensent à un truc, les simulations de films. Simulation de films, ça plaît à énormément de gens, de simulation de films argentiques, et il y a chaque année, quand il y a un nouvel appareil qui sort, normalement un nouveau film, 2, 3, de nouveau sur l'appareil. Et les dernières nouveautés en date, c'était sur le GFX 100 Mark II, où ils ont mis le Rela Ace, qui était vraiment un truc qui plaisait aux gens, mais seulement, on pensait que c'était seulement pour moyen format, que ce n'était pas adaptable sur un capteur X-Trans. Eh bien, bonne nouvelle, il est là, il y a 20 simulations, dont le Rela Ace. Donc, ceux qui utilisent ces simulations vont vraiment adorer. Celui qui fait que du RAW, peut-être que ça n'intéresse pas. Mais les autres, à mon avis, beaucoup vont adorer. C'est une bonne nouvelle. Alors, souvent on se pose la grosse question quand il y a un changement de matos, est-ce que ma batterie va encore être utile? Oui, c'est la même batterie.
Est-ce que les accessoires que j'avais, puisque cet appareil avait des accessoires, ce sont des bonnettes, il y a grand angle et il y a téléobjectif qu'on peut mettre sur l'objectif, elles qui sont toujours compatibles? La réponse est oui. Si tu en avais sur ton X100V, X100F et tout ça, oui, ils sont toujours compatibles. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle. D'ailleurs, si on parle de l'objectif, c'est le même, 23 mm, donc équivalent 35 mm en full frame, qui va de f2 jusqu'à f16 et qui a un obturateur central. Obturateur central, ça veut dire plusieurs trucs. D'abord que l'obturateur est dans l'objectif, ça veut dire que ça vibre beaucoup moins, donc tu peux descendre beaucoup la vitesse. Si on rajoute la stabilisation, ça risque d'être vraiment fantastique. Deuxième point, eh bien, les obturateurs centraux permettent de synchroniser le flash à toutes les vitesses. Donc celui qui fait la photo de rue au flash, en extérieur et tout ça, que ce soit de la mode, du portrait, tout ça, ça va lui permettre de synchroniser sans aucun problème à toutes les vitesses. Donc c'est une super nouvelle. Alors cet objectif, c'est le même, et à f2, il rentre beaucoup de lumière, quelquefois. Donc c'est très bien, cet appareil a aussi un filtre ND de 4 stops, mais physique, réel, hein, c'est pas une simulation, c'est pas pour donner un effet, c'est un vrai truc. D'ailleurs, quand tu appuies sur le bouton, tu vois dans l'objectif qu'il y a un truc qui passe, parce qu'il y a effectivement un filtre qui se met dans l'objectif, donc ça va te couper la lumière, ça te permettra de travailler à des plus grandes ouvertures, même si tu ne veux pas monter infiniment la vitesse, donc c'est une bonne nouvelle. La distance minimum de mise au point est de 10 cm. Alors ça, c'est la différence entre ce 23 mm et celui qu'a Fuji pour ses boîtiers, comme ceux que j'ai derrière. 10 cm, tu peux faire un peu de proxy ou pratiquement de la macro. Macro, peut-être pas, ça dépend de la taille de l'objet quand même, mais bon, voilà. Mais proxy et tout ça, donc ça, c'est un bon point. Si on parle des ISO, je pense que la qualité va être la même que sur le X-T5 ou le XH2, puisque ça va de 125 ISO jusqu'à 12 800, et tu peux forcer vers le bas à 64 et vers le haut à 51 200. Donc, très bien. Si on parle de l'obturateur, il va de 15 minutes jusqu'à 1 180 millième de seconde. Alors, quand tu as 1 180 millième de seconde, on parle d'obturateur mécanique plus électronique. Et si on parle de rafale, jusqu'à 20 images secondes en obturateur électronique. Donc, très bien pour ceux qui, moi, j'en ai pas besoin, mais enfin bon, il y a des gens qui ont besoin de rafale rapide, donc c'est possible. Alors, un truc qui m'a surpris aussi, c'est qu'ils ont mis la connectivité avec le Frame IO vers le cloud, ce qui te permet de monter directement tes contenus créés, que ce soit photo, vidéo, vers le cloud, pour qu'ils soient en travail de collaboration avec d'autres personnes, qui puissent commencer à éditer tout de suite, par exemple, en reportage, tout de suite, si tu as une connexion Wi-Fi, pof, ça part sur le cloud, et il y a quelqu'un qui peut récupérer le matos pour travailler dessus. Donc, on voit que cet appareil, même si on pense que pour beaucoup, c'est un appareil amateur pour se promener et tout ça, non, c'est un outil assez poussé quand même, ça va assez loin. D'ailleurs, on voit vraiment l'évolution de cet appareil depuis le début. En 2010, le X100 est sorti en septembre 2010 avec 12,3 millions de pixels. Après, en janvier 2013, le X100S, S c'est pour second, donc deuxième, 16,3 millions de pixels. En septembre 2014, le X100T avec 16,3 millions de pixels, il remettait le même capteur. Et en janvier 2017, le X100F avec 24,3 millions de pixels. Et là, il y a eu un petit problème. Le capteur était plus grand, mais plus grand, la même taille, mais plus de pixels. Mais l'objectif commençait à montrer ses faiblesses. Et c'est pour ça qu'en 2020, avec le X100V, ils ont mis un nouvel objectif. Et bien là, on a vu, c'est vraiment là que le X100V a vraiment décollé, à mon avis, par rapport à ses prédécesseurs, qui avaient ses fans, mais là, c'est devenu de la folie, parce que vraiment, la qualité optique était vraiment au rendez-vous. Peut-être une inquiétude, qu'est-ce qu'il se passe avec cet objectif, puisque c'est le même, si on le met sur 40 millions de pixels? Je pense qu'il n'y a vraiment aucun problème, vu les résultats qu'il donnait déjà à 26, on pouvait faire un crop, on voyait la qualité qui était encore vraiment là, il ne va y avoir aucun problème, j'ai pas d'inquiétude de ce côté. Donc le même objectif, le stabilisateur, 40 millions de pixels, ça risque de faire un carton à mon avis. Alors si on parle de l'objectif, sur le X100V, pour qu'il soit protégé, pluie, poussière et tout ça, il faut mettre un filtre et visser une bague qui vient avec. Eh bien, le filtre ne vient pas avec, c'est optionnel, mais il faut le mettre, sinon ce n'est pas protégé. Alors, beaucoup se demandent si ça va être la même chose. Oui. Alors, ils pourront dire, mais pourquoi ils n'ont pas viré le système et simplement le faire directement protégé? Je pense qu'ils ont conservé le système pour que justement les accessoires comme le télé et le grand angle continuent à pouvoir être montés dessus. Et ça serait dommage que quelqu'un qui a ces accessoires qui ne sont pas gratuits, hein, ils ne sont pas une fortune non plus, mais ce n'est pas gratuit, eh bien ça serait dommage qu'il ne puisse plus les utiliser sur son nouvel appareil. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont conservé cette possibilité. Donc moi, ça me semble
une très bonne idée de l'avoir fait. Voilà. Alors au passage, je souhaite un bon anniversaire à Fujifilm qui fête ses 90 ans. Donc c'est pas peu hein, quand même. Hein. Appareil que moi j'aurai sûrement bientôt dans les mains. Je ne sais pas si on fera une nouvelle présentation sur Digit ou pas, j'en sais rien. Mais voilà. Mais moi, je vais en avoir un. J'avais eu le X100V que j'ai revendu personnellement en novembre et j'ai regretté depuis. Et je vais avoir un X100 Mark VI. Alors, je ne suis pas rentré dans une présentation détaillée de l'appareil puisqu'il y a déjà plein de vidéos qui existent pour présenter ses prédécesseurs, le plus récent le X100V. Mais je vais quand même dire un petit truc important. Parce que beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'appareil se demandent pourquoi cet engouement, cet appareil qui est devenu un appareil culte. Et je pense qu'en fait, mis à part le look rétro, il y a quelque chose qui séduit énormément de gens, c'est le viseur. En fait, c'est un triple viseur, si je peux dire comme ça, qui est dans un coin. Donc, c'est un look très Leica M. Mais ce qui plaît énormément, c'est d'abord, tu as un viseur qui est optique. Quand tu regardes, c'est comme un morceau de verre, hein, tu regardes à travers une fenêtre, donc c'est nickel. Tu as aussi l'option de l'utiliser comme viseur numérique, c'est-à-dire que tu as une petite plaquette qui se met devant, donc dans ce cas-là, ça devient comme un viseur d'appareil mirrorless. Et après, tu as l'option hybride, c'est-à-dire que tu as les deux actifs en même temps. Tu as le viseur optique et dans un petit coin, tu as une couche, en fait, une couche, un layer, comme on dit, un overlay, comme on dit en anglais, qui montre une capture numérique, donc telle que voit le capteur. Donc, il y a trois options, trois manières de l'utiliser, en plus de l'utiliser en mode écran, évidemment. Mais ça, c'est quelque chose qui séduit énormément les gens, surtout ceux qui aiment faire de la photo, reportage, photo rue et tout ça. Et ça, c'est une partie du succès de cet appareil qui, sinon, celui qui ne veut pas utiliser un viseur optique, il y a d'autres options chez Fuji. Si on veut aller chez Fuji, par exemple, la série XE, évidemment, c'est pas exactement pareil, mais enfin bon, voilà. Mais le fait qu'il y ait ce viseur optique a séduit énormément de gens, et en plus du look, la taille, le poids et tout ça, qui en fait un super appareil photo très agréable à utiliser. Et bien voilà, j'espère que cette présentation qui reste un peu sommaire, puisque je t'ai donné les informations que j'ai pu avoir, et c'est dommage, j'ai pas pu faire les essais, mais je pense que c'était important de la partager parce que beaucoup de gens attendent de savoir si vraiment il y a une nouveauté à bord. Il y a beaucoup de rumeurs qui ont circulé, mais c'est pas la même chose une rumeur qu'une confirmation. Et là, je te donne la confirmation des caractéristiques dont je t'ai parlé. Voilà. Et donc, si c'est un appareil qui t'intéresse, je te conseille, évidemment sur Digit, il y a les liens et tout ça, de faire la précommande au plus vite. Pourquoi? Tout simplement parce que ça, c'est un appareil qui va, comme le X100V, il va partir, mais à la volée, quoi. Ça va être de la folie. Donc, si jamais il t'intéresse, ne réfléchis pas trop longtemps, parce que tu risques de te retrouver plusieurs semaines, peut-être des mois, à attendre d'en avoir un, ou être obligé, ce qui s'est passé avec la version précédente. Donc, si t'intéresse, fonce. Là, tu es chez Digit. Serre-toi, c'est là. OK. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et n'oublie pas, commente, mets ce que tu veux dessous, pose tes questions. J'ai peut-être pas encore tout répondu à tout. N'hésite pas à poser des questions dessous. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao.